Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle édition des Chroniques Mention pour l'entrepreneur. Tous les vendredis matins à 10h30, en direct sur YouTube, on vient vous présenter des chroniques qui nous paraissent intéressantes et importantes pour les entrepreneurs. Alors, je vais vous parler aujourd'hui, c'est le feedback. Donc, le feedback, c'est le retour, le, le- la boucle de retour, la boucle de rétroaction, c'est donc le moment où on fait un compte-rendu de ce qu'on a ressenti, de ce qu'on a vu à, euh, à une personne ou à une organisation. Donc ce qu'on va voir, c'est, outre cette définition du feedback, c'est pourquoi est-ce qu'il faut en faire un et comment il faut bien le faire. Alors, je vous rappelle donc la citation de Jordan Peterson qui dit dites la vérité ou au moins essayez de ne pas mentir. Alors, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que notre cerveau doit essayer d'imaginer la réalité qui est autour de lui, la vérité dans laquelle il vit. Et ça fait écho à une présentation que j'avais faite sur l'illusion où j'expliquais que le cerveau, il était dans sa boîte noire et pour, euh, pour comprendre, eh ben, il avait besoin de franchir euh, ce qui avait été décrit par Platon comme étant le mythe de la caverne, c'est-à-dire que Platon représentait en fait l'espèce humaine comme étant en train de regarder euh, des ombres projetées, des réalités projetées, et il les prenait pour des réalités, il les prenait pour la vérité. Et s'il était amené à sortir dehors, il comprenait que c'était complètement faux, mais il était incapable de l'expliquer à, à ceux qu'il allait essayer de libérer en allant les chercher à l'intérieur. Donc on pense d'une manière systématique que ce qu'on voit, ce qu'on touche, euh, c'est sûr. Je vous rappelle Saint Thomas qui voulait absolument toucher les, euh, les stigmates de Jésus pour s'assurer que c'était bien lui. Il avait peur d'être trompé par son cerveau. Il avait peur de prendre ses désirs pour des réalités. Il a raison, c'est un élément qui est très bien documenté, ça s'appelle le biais de confirmation. On va favoriser tout ce qui est information qui va nous confirmer dans nos croyances et nos hypothèses. Hein, de la même façon que les couleurs n'existent pas, hein, c'est juste de la lumière qui, euh, qui se, qui se, qui se, qui se réfléchit différemment, et la lumière visible n'est qu'une toute petite partie de ce qui est envoyé par le soleil, une toute petite partie du rayonnement que l'on reçoit. Donc cette lumière, en fait, la couleur, pardon, c'est ce qui est renvoyé par la matière qu'on illumine. De la même façon qu'on ne peut pas se fier à ses yeux et à la couleur, ben, on ne peut pas se fier à ce qu'on sent. Au- puisque si on brûle la main, si on se brûle la main, on sent qu'on est en train de se faire brûler. Mais si on mange un poivron bien préparé, on a l'impression que ça brûle alors que ce n'est pas en train de brûler. Donc on est trompé par ses sens. Donc, quand on revient au sujet de l'entrepreneur, eh ben, il a une façon très simple de se tromper. Ce sont les chiffres. Hein, il va gonfler ses chiffres pour apparaître plus gros qu'il n'est. Et malgré le fait que c'est lui qui truque ses chiffres et qu'il est conscient de les truquer, il y a le risque de se faire intoxiquer par sa propre propagande. Donc la fameuse expression américaine ne buvez pas votre propre Fanta, votre propre Tang. Et ça fait référence à une secte à Suriname où 150 personnes s'étaient suicidées en buvant un poison qui était dans le Kool-Aid. Le Kool-Aid, c'est une boisson à base de jus d'orange. Et même le patron de la secte avait bu son propre
son propre coulette. Donc lui-même croyait à cette histoire. Et en gros, il voulait quitter leur enveloppe corporelle pour pouvoir rejoindre le vaisseau qui venait les chercher et pour partir dans un monde meilleur. Euh, donc Jordan Peterson nous dit dites la vérité, ou au moins essayez de pas mentir, car notre cerveau va croire à ses propres mensonges. Donc voilà le message que j'avais donné à l'époque sur la question de l'illusion. Donc le cerveau a ses yeux, il a ses oreilles, et il a une histoire qu'il se raconte. Il se raconte des choses sur ce que l'on est, sur ce qu'il y a autour de nous, et il le croit. Même s'il sait qu'il ment, il va, comme on le voyait sur la question de gonfler son chiffre d'affaires, il va prendre des décisions qui vont être hasardeuses sur la base de cette croyance. Il croit que ça va se passer, que ça va passer. Il croit qu'en fait, le chiffre va arriver comme prévu. Et donc, du coup, il prend des décisions qui sont trop optimistes. Il prend des décisions qui le mettent en difficulté. Alors, peut-être qu'il réussit à rebondir, mais parfois non. Il se met en danger inutilement parce qu'il ne regarde pas la réalité exactement telle qu'elle est, en pensant l'accélérer, en pensant la changer. Alors, il y a cette fameuse expression américaine fake it until you make it. Faites semblant jusqu'à ce que vous réussissiez. Et c'est supposé être quelque chose qui fonctionne. On est dans la méthode Coué, qui est quelque chose qui est réel en fait. Mais c'est pas pour changer la réalité qu'on utilise cette technique. C'est pour se changer. Donc, le cerveau, il va ajuster ses sens, ses informations qu'il reçoit avec l'histoire qu'il s'est racontée. Et donc, ce qu'il va falloir pour l'entrepreneur, c'est faire évoluer cette vision chez ses collaborateurs. C'est leur faire réaliser la réalité par rapport à celle qu'ils se sont imaginées. Donc, c'est là qu'entre en jeu le feedback. C'est là qu'il faut utiliser un retour de l'information pour dire à nos collaborateurs, écoute, là, sur ce point, tu pensais avoir fait bien et il y a des éléments qu'il faut que tu améliores. Alors, le feedback doit être immédiat. Pourquoi immédiat? Parce que, comme je vous le disais, on a une histoire qu'on se raconte et on va l'arranger. Et plus le temps passe, et plus on va arranger cette histoire en disant, tiens, mais euh, en fait, ça s'est pas passé comme ça. J'ai pas fait cette erreur-là. C'était pas de ma faute. C'était euh, finalement les autres qui n'ont pas fait ce qu'il fallait. Bref, tout ce qu'on peut faire pour que cette vérité qui nous entoure colle avec son estime de soi. On sait qu'on a fait une bêtise. On n'aime pas penser qu'on est capable de ça. On va donc figer l'histoire. Enfin, pardon, il faut donc éviter que votre collaborateur ou vous-même ayez cette capacité à réécrire l'histoire en la figeant le plus tôt possible. Parce que un jour après, une semaine après, un mois après, ou à la fin de l'année, comme vous le demandent les entretiens annuels à faire, l'histoire est déjà réécrite. On va devoir du coup se battre avec quelqu'un qui est persuadé que ça s'est passé différemment. Et donc, en réécrivant l'histoire, on va mentir à soi-même. Et quand je dis à soi-même, c'est que c'est vrai pour vous. À chaque fois que vous vous faites que vous évitez de regarder les chiffres dans le détail de votre action, eh ben, vous allez commencer à vous imaginer des choses et vos collaborateurs fonctionnent de la même façon. Deuxième point, c'est qu'il faut ajouter de la bienveillance. Il faut se rappeler que dans la notion de péché,
dans la Bible, c'est une mauvaise traduction quand on pense que c'est une faute. Le péché, c'est pas une faute. Le péché, c'est une erreur. Et accepter qu'on fait des erreurs, qu'on en fait tous, c'est une bonne façon de pouvoir se corriger. Parce que la difficulté, c'est pas de faire des erreurs, c'est de persévérer. Errare humanum est, sed persevera diabolicum. C'est de continuer qui est un vrai sujet. Donc, comment ne pas répéter ces erreurs? On est d'accord que vos collaborateurs, ils se lèvent pas le matin en se disant, mais comment est-ce que je vais pouvoir faire des erreurs? Comment est-ce que je vais pouvoir euh, faire des défauts de qualité? Comment est-ce que je vais pouvoir euh, rendre mon patron furieux aujourd'hui? Il y a certainement des gens qui ont cette idée-là, mais le plus probable, c'est l'ignorance. Le plus probable, c'est que vos collaborateurs euh, ignorent comment bien faire. Ils ne savent même pas ce qu'est une erreur. Ils connaissent les erreurs qu'ils ont déjà faites, qui vous ont fait hurler, mais d'abord, ils ne comprennent pas forcément pourquoi vous avez hurlé, et ensuite, ils ne sauront pas repérer, sauf après beaucoup d'années d'expérience, les éléments d'erreur qu'il y a dans ce qu'il fait. Donc, il s'agit de, pour vos collaborateurs, de comprendre ce qu'est le bien et ce qu'est le mal, ce qu'est les actions, ce que sont les actions positives et les actions négatives dans votre entreprise. Donc là, on fait référence en fait à la sortie du paradis, puisque dans cette allégorie bien connue, on voit Adam et Ève qui goûtent le fruit défendu sur la recommandation du démon tentateur et qui se font sortir du paradis. Alors, quel est ce fruit défendu qu'ils ont consommé? Ce n'est pas en rapport avec un péché charnel, c'est au contraire euh, la connaissance du bien et du mal. Ils ont mordu dans l'arbre, dans le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Suite à ça, ils sont maintenant capables de comprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Et le démon tentateur avait dit, Dieu sait que le jour où vous y goûterez, aux fruits défendus, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Alors, celui qui ne connaît pas le bien et le mal, c'est par exemple ce chat qui s'apprête à faire un sort à cette petite souris. Il ne sait pas que c'est mal. Il ne sait pas qu'il va faire mal à cette pauvre petite souris et qu'il va la torturer pendant des heures. Lui, il joue. Il ne comprend pas qu'il fait le mal. Nous, on le comprend. Nous, on est conscient de ce qui est bien, de ce qui est mal. On est conscient de ce qui va être inacceptable ou de ce qui est voulu et nécessaire. Alors, c'est pour ça que dans ce même épisode, Dieu annonce à la femme qu'elle enfantera dans la douleur, comme si les autres animaux n'enfantaient pas dans la douleur. En fait, c'est plutôt qu'ils ne savent pas avant ce qui va leur arriver et qu'ils l'oublient après. C'est ça qu'on apprend en étant, en devenant conscient du bien et du mal, c'est qu'on devient conscient d'exister, on devient conscient qu'on est nous-mêmes des êtres humains, qu'on a un lendemain qui va nous arriver et que on va souffrir. C'est la conséquence de la consommation du fruit défendu. Et donc maintenant que l'on sait, est-ce qu'on sait, est-ce que vos collaborateurs savent ce qui est le bien dans votre société? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vos collaborateurs le savent? Donc voilà l'importance du feedback. C'est identifier les erreurs, comprendre pourquoi elles sont des erreurs,
comprendre d'où elles viennent et voir comment éviter à l'avenir de les refaire. Donc tout ça va contribuer à définir le monde dans lequel on vit, de nous aider à avoir une vérité plus proche de la réalité, d'avoir une histoire dans notre cerveau qui est plus en ligne avec ce qui se passe autour de nous. Donc en conclusion, avec un feedback immédiat, vous allez permettre à vos collaborateurs de faire face à la réalité, de se construire une vision plus claire de la situation dans laquelle ils sont, d'améliorer le système, de progresser et de faire la différence entre le bien et le mal. Voilà pourquoi il faut faire des feedbacks et la bonne façon de faire un feedback, la Alors ça, c'est bienveillance. intéressant. C'est quoi finalement? Parce qu'on voit bien là, la clé que tu indiques, c'est qu'il faut mettre de la vérité et de la clarté dans ce qu'on attend et donc fixer le cadre de référence pour que chacun sache si c'est situé au bon endroit ou temporairement au mauvais endroit. Mais quand tu approches un collaborateur, un partenaire ou à qui tu dois effectivement, avec qui tu dois avoir cette conversation, est-ce que tu peux nous recommander la façon de faire? Alors, ce que je disais, c'est qu'il fallait que ce soit fait avec bienveillance. Et pour que ce soit fait avec bienveillance, il faut que ça se voit. Il faut qu'on comprenne qu'il s'agit de bienveillance. Et il faut donc bien avoir en tête les, les barrières ou les défenses que nos collaborateurs ont face à nos approches. Et la défense, c'est de se fermer les écoutilles quand quelque chose de négatif arrive sur nous. Or, le feedback n'est pas négatif. Donc là, la grande, la grande, euh, la grande façon que l'on a d'habitude de faire un feedback, c'est de l'habiller, ce qu'on appelle le sandwich. On met un premier feedback positif, un feedback négatif, puis un feedback positif. Donc on habille le, le reproche dans deux compliments. C'est super ce que tu as fait, mais tu n'as pas été à la hauteur sur cette partie-là. Mais pourtant, je pense que tout le monde a bien aimé. Là, vous avez quelqu'un qui a fermé les écoutilles au moment où il a entendu le mais. Et donc, la bonne façon de faire, c'est de remplacer le mais par un et. En remplaçant par un et, d'une part, vous n'avez plus la fermeture des écoutilles du côté de votre collaborateur, mais surtout, vous allez vous obliger, vous, à présenter de manière positive l'ensemble du feedback. C'est super ce que tu as fait là, Patrick. Et ce que tu peux faire pour améliorer, si tu veux, c'est faire ta chronique un peu en avance, de manière à ce que Jean-Christophe ne soit pas constamment obligé de passer devant toi. Ah là là, c'est dur à entendre, hein? C'est dur à entendre. Et c'est super ta chronique. Quel beau feedback. Merci Jean-Christophe. Y a-t-il des questions sur YouTube, dans le chat ou parmi les personnes qui nous font l'amitié d'être là aujourd'hui? Un partage d'expérience ou de difficultés? Une technique pour bien faire du feedback. Alors sur YouTube pour l'instant, Merci Jean-Christophe. Y a-t-il des questions sur nous n'avons YouTube? pas de, pardon, nous n'avons pas de commentaires, mais je vous tiens au courant quand nous en avons.
Franck, tu voulais évoquer quelque chose, mais ton micro est coupé. Non, pourquoi dis-tu ça? J'ai cligné de l'œil, Ah non, j'ai... j'ai cru que tu avais commencé une phrase. Il t'a fait un Ah oui. feedback. Pardon. Ok, parfait. Euh, Merci de votre feedback immédiat et bienveillant. Et je vous rappelle donc que le concept, c'est The feedback is a gift. Le feedback est un cadeau, donc acceptez-le avec grâce et avec euh, élégance, puisque si on vous fait un feedback, c'est que on est enfin, on, on a de l'intérêt pour vous. On, on ne fait pas de feedback à un commerçant qu'on a l'intention de plus jamais revoir de sa vie. On fait un feedback quand on veut changer quelque chose, améliorer quelque chose, qu'on considère qu'il y a du bon dans ce qu'il a fait.